l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on parle de frères, vous nous racontez-vous la femme qui a fait rompre Napoléon avec son frère Lucien, Alexandrine de Bléchamp. Vous savez que Napoléon avait donc un certain nombre de frères et qui sont pour la plupart devenus rois. Louis, Jérôme, ils deviennent rois, ils règnent sur Naples, l'Espagne, la Hollande, la Westphalie. Lucien, lui, se trouve seulement, dira-t-on, prince de Canino di Castro. Canino, c'est en pleine campagne romaine, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Rome. Bon, son château a été celui des Farnèse, donc c'est quand même une jolie maison, mais enfin, ça n'a rien d'une principauté. C'est quand même pas aussi ronflant, aussi rutilant, aussi glorieux que ses frères. Enfin, il s'y installe à partir de 1808 et il se partage entre son petit château de Canino et un ancien couvent de Musignano qu'il a transformé en ferme. Enfin, sa propriété de Canino, ça fait quand même dans les 8000 hectares. 8000 hectares, c'est pas si mal. Là, il mène une vie de gentleman farmer. Il coule des jours relativement heureux avec sa seconde épouse. Ça vaut mieux parce que vu qu'il s'est brouillé à mort avec son frère Napoléon pour avoir épousé Alexandrine, il vaut mieux que le ménage s'entende bien. Et alors à la chute de l'Empire, que se passe-t-il ? Tous les frères ont dû fuir et c'est fini la royauté. Mais lui, il reste tranquillement sur ses terres. Or, vers 1828, alors que l'un de ses métayers laboure son champ, l'un des bœufs de l'attelage s'enfonce profondément dans la terre. Son sabot a pénétré dans le sol, et alors là, on tente de dégager la bête, et que trouve-t-on ? Une tombe étrusque garnie de splendides vases grecs à la peinture rouge et noire. Lucien Bonaparte et sa femme comprennent immédiatement la valeur de la découverte. Lucien, d'ailleurs, était réputé pour être le plus cultivé des Bonaparte. Le couple réalise que sa propriété est en fait une vaste nécropole truffée de trésors. Alors, ils deviennent archéologues du dimanche. Ils recrutent une centaine d'ouvriers. Et en 4 mois de fouilles, ils découvrent déjà 2000 objets, des chefs-d'œuvre de terre cuite, des bustes, des bijoux d'or, des vases en verre. Enfin, c'est un vrai trésor, c'est merveilleux. Alexandrine Bonaparte, bien sûr, se réserve tous les bijoux étrusques et elle fera un jour sensation en arrivant à une réception à l'ambassade de Rome, parée de tous ces bijoux étrusques trouvés sur ces terres. Lucien, quand même, va procéder à des fouilles de façon assez soigneuse. Il crée un grand registre, il répertorie tout très soigneusement. Il va établir un catalogue général des fouilles avec une fiche descriptive, avec un numéro d'inventaire. Vous voyez, ça n'est pas une brute épaisse. Il sait un petit peu comment il faut procéder. Il fait venir des archéologues sur place d'ailleurs parce que lui-même sent bien qu'il n'est pas suffisamment compétent, notamment pour décrypter un certain nombre d'inscriptions. Il a demandé l'autorisation du pape pour faire ses fouilles. Mais le pape, il était en très bon terme avec le pape, mais ces terres dépendaient du Vatican, mais il sait que le pape encourage les fouilles privées, parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire ça sinon. Donc que des seigneurs privés mènent des fouilles du moment qu'ils les mènent soigneusement, pourquoi pas ? Donc Lucien fait les choses à peu près en règle et il fait créer à Canino un musée privé qui comporte 5 salles de 2 ou 3 000 vases. À l'époque, le marché de l'art est très souple. Les ventes se font comme ça de gré à gré, aussi bien entre collectionneurs des grands musées européens, grands musées américains. Il y a beaucoup de musées aujourd'hui qui, dans leur collection étrusque et grecque, ont des vases venus des terres de Lucien Bonaparte et Alexandrine Bléchamp. Et d'ailleurs, Lucien Bonaparte va publier ce qu'on appelle un in plano, c'est-à-dire un immense livre, si vous voulez, qui représente toutes les plus belles œuvres qu'il a trouvées dans sa propriété. C'est un livre qui fait... Essayez de vous représenter ça fait quasiment 1 mètre carré. C'est un très gros livre énorme. Comme ça. Bon. Et puis alors là, tout se passe pas si mal. Et puis en 1840, Lucien mourut. Alors là, Alexandrine, elle se dit, moi je vais continuer, là il y a encore des richesses sous terre, j'ai besoin d'argent, donc elle va continuer l'exploitation des terres, il n'y a pas d'autre mot, parce que là elle va le faire strictement dans un but cupide et mercantile, et pire encore, parce que parmi tous ces splendides vases grecs à la peinture noire et rouge, se trouvaient aussi d'innombrables vases de céramique locale, c'était des poteries d'un noir profond, ça ressemble un petit peu à du métal si vous voulez,
vous voyez, c'est une poterie noire, oui, vernissée, qui ressemble un petit peu, parce qu'on essayait de copier à l'époque le vernis des poteries asiatiques. Mais pour ne pas faire baisser le cours des vases étrusques, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à son personnel de briser sous ses yeux tous ces vases qu'elle considère comme n'ayant pas grande valeur marchande. Alors là, ça va être l'un des plus grands massacres archéologiques de l'histoire, peut-être comparable à la fonte des objets d'or en cas. Si on détruit tout, allez, cassez-moi tout ça, ça va faire effondrer le cours, donc ça ne nous intéresse pas. Et voilà comment, disparu par spéculation, le mobilier funéraire de plusieurs dizaines de milliers de tombes antiques. Merci Alexandrine Bléchamp. La mort d'Alexandrine en 1855 a mis un terme au massacre, et heureusement, après sa mort, on s'est rendu compte qu'il restait des milliers de tombes vierges à découvrir dans la région de Canino. Mais enfin, si vous voulez, sur le côté un peu cupide et sans scrupules de la dame, C'est fou parce qu'on ne connaissait pas cette Napoléon, une fois de plus, avait eu du nez. Il avait eu du nez. Ils étaient vraiment fâchés, ils ne se sont jamais réconciliés. Si, ils se sont réconciliés. Ils se sont réconciliés. Bon. Si. Mais bon. Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, c'est le moment de l'émission, vous le savez, je ne contrôle plus rien, parce que c'est Jean-Luc qui reprend la main pour le quiz Born to be Alive.